J'étais au travail quand maman m'a envoyé un texto, nous avons réhypothéqué la maison à ton nom. Tu nous dois 250 000 € pour t'avoir élevé. Puis papa, si tu ne signes pas les papiers, nous dirons à tout le monde que tu nous as abandonnés. Maman, ton jeune frère a besoin d'un nouveau départ. Tu as eu le tien. Papa, nous avons tout sacrifié pour toi et c'est comme ça que tu nous rembourses. Papa, signe d'ici lundi ou nous ferons de ta vie un enfer. Maman a publié, certains enfants oublient qu'il leur a tout donné. Mon frère m'a envoyé un texto, merci pour le nouveau départ, Serette, tu es la meilleure. J'ai souri calmement. Maintenant, maman appelle sans arrêt, comment se fait-il que notre maison soit en saisie immobilière? Ton frère demande des réponses, qu'est-ce que tu as bien pu faire? Je m'appelle Megan Whittaker. J'ai 31 ans et j'étais assise dans une salle de conférence vitrée, en train d'examiner des rapports de facturation suspects, lorsque mon téléphone s'est allumé avec un message qui m'a glacé le sang. Il disait, nous avons réhypothéqué la maison à ton nom. Tu nous dois 250 000 € pour t'avoir élevé. Pendant quelques secondes, je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste fixé l'écran tandis que la feuille de calcul devant moi se transformait en rangée de chiffres sans signification. Puis un autre message est arrivé. Si tu ne signes pas les papiers d'ici lundi, nous dirons à tout le monde que tu nous as abandonnés. Puis un autre. Ton jeune frère a besoin d'un nouveau départ. Tu as eu le tien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas rappelé. Je travaillais dans la conformité de la facturation pour un réseau régional de cliniques de réadaptation, ce qui signifiait que tout mon travail consistait à attraper les gens qui pensaient que la paperasse pouvait cacher la fraude. Et maintenant, mes propres parents avaient apparemment décidé qu'une fausse urgence, la culpabilité familiale et une pile de documents de prêt suffiraient à me piéger dans une dette d'250 000 que je n'avais jamais acceptée. Le dernier message venait de mon frère. Merci pour le nouveau départ, Serette. Tu es la meilleure. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu complètement immobile. Pas engourdi, pas faible. Immobile. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai compris qu'ils ne m'avaient pas demandé de l'aide. Ils avaient déjà dépensé l'argent dans leur tête et ne me contactaient que parce qu'ils avaient besoin de ma signature pour rendre leur mensonge légal. Avant que je vous raconte comment leur maison s'est retrouvée en saisie immobilière et pourquoi ma mère a commencé à m'appeler sans cesse en hurlant, « Qu'est-ce que tu as bien pu faire ?» Dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage, car quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre que l'amour n'est pas un contrat de prêt. Je devrais probablement expliquer pourquoi il croyait que je signerais. Dans ma famille, je n'avais jamais été traité d'abord comme une fille. J'étais traité comme la personne stable, la personne raisonnable, celle dont on disait le Megan s'en occupera, tandis que les autres enfants apprenaient à demander de l'aide. J'apprenais à devenir suffisamment utile pour ne pas être un fardeau. À 16 ans, je travaillais les week-ends à la caisse d'une pharmacie. À 18 ans, je payais mes propres manuels scolaires. À 22 ans, j'envoyais de petits virements à la maison chaque fois que la facture d'électricité était accidentellement plus élevée que prévu. Aucun de ces virements n'a jamais été appelé de l'aide. Ils étaient appelés lettres reconnaissantes. Mes parents avaient une façon de transformer chaque service que je rendais en preuve que je devais encore plus. Si je payais les courses, ils disaient, tu vois, la famille prend soin de la famille. Si je refusais une demande, ils disaient, après tout ce que nous avons fait pour toi. Mon jeune frère, Jake Whittaker, vivait selon un ensemble de règles complètement différents. Quand il a abandonné le collège communautaire après un semestre, ils l'ont qualifié de créatif. Quand il a accidenté un camion d'occasion pour lequel mon père s'était porté garant, ils ont appelé ça de la malchance. Quand il a emprunté de l'argent pour un studio de podcast et en a dépensé la moitié en équipement de jeu, ils ont appelé ça trouver sa voie. Je n'avais pas le droit de trouver ma voie. On attendait de moi que je finance celle de tous les autres. Le plus étrange, c'est que je n'ai réalisé la profondeur de ce schéma que lorsque je suis devenu le genre de personne qui enquête sur les schémas financiers pour gagner sa vie. Au travail, je pouvais repérer les frais gonflés, les demandes en double, les fausses signatures d'autorisation et les activités de compte suspectes. À la maison, je continuais à trouver des excuses pour le même comportement parce qu'il était enrobé de mots comme mère, père et famille. La première fissure est apparue 2 ans avant le texto sur l'hypothèque, lorsque Jake a annoncé qu'il voulait lancer une entreprise de detailing mobile de luxe.
Mes parents m'ont invité à dîner le dimanche, m'ont assise entre le poulet rôti et l'avis d'impôt foncier impayé, et m'ont dit que Jake avait enfin trouvé quelque chose de sérieux. Ma mère a dit, il a juste besoin d'une chance, une vraie. Mon père a ajouté, tu es bien établi maintenant. Cela signifierait beaucoup si tu l'aidais à croire en lui. Je lui ai donné 4 000 €, non pas parce que je pensais que c'était un bon investissement, mais parce que j'étais épuisé d'être dépeinte comme égoïste chaque fois que je protégeais mon propre argent. 3 mois plus tard, l'entreprise avait disparu. La camionnette n'a jamais été achetée. Le site web n'a jamais été lancé. J'ai qu'à poster des photos de Miami avec la légende, saison du renouveau. Quand je l'ai confronté, il a ri et a dit, tu gagnes bien ta vie. Pourquoi tu fais la fauchée? Mes parents m'ont dit de ne pas lui faire honte parce que la honte nuirait à sa confiance en lui. C'était toujours la formule. Jake faisait le gâchis. Mes parents en atténuaient les conséquences. Et on attendait de moi que j'absorbe le coup en silence. Mais la réhypothèque était différente. Il ne s'agissait pas de 4 000 € qui disparaissaient dans le fantasme de quelqu'un. Il s'agissait de 250 000 € attachés à mon nom, à mon crédit, à mon avenir, à ma capacité à acheter ma propre maison, à ma capacité à dormir la nuit sans me demander si une crise familiale pourrait effacer tout ce que j'avais construit. J'ai relu les textos à mon bureau pendant que ma collègue me demandait si j'allais bien. J'ai dit oui parce que je m'étais entraîné à dire oui, même lorsque ma poitrine me donnait l'impression de se replier sur elle-même. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à ma messagerie personnelle et j'ai cherché les noms de mes parents. J'ai trouvé 3 messages d'un courtier en prêts immobiliers que je ne reconnaissais pas, tous non ouverts dans mon dossier de spam. Les objets disaient des choses comme « signature urgente requise des dossiers de consolidation de capitaux propres familiaux ». Mes mains ont alors cessé de trembler, non pas parce que j'étais calme, mais parce que j'avais trouvé le premier fil. Et dans mon domaine, une fois que j'avais trouvé un fil, je savais exactement comment tirer jusqu'à ce que tout se démêle. Ce soir-là, je ne suis pas allé chez mes parents. Je ne leur ai pas offert la confrontation dramatique qu'ils attendaient probablement. Au lieu de cela, j'ai imprimé chaque courriel, chaque texto, chaque pièce jointe et chaque document auquel je pouvais accéder. Il y avait une ébauche de dossier de prêt avec mon nom tapé comme partie de soutien responsable. Il y avait une proposition de déclaration notariée disant que j'avais accepté d'aider à rembourser le refinancement parce que j'avais bénéficié d'années de soutien familial. Il y avait même une note manuscrite numérisée dans le dossier qui disait « La fille signera lundi ». La fille, pas Mégane, pas une personne, juste la fille. Comme un rôle auquel il pouvait assigner une dette. Le lendemain matin, ma mère a appelé 7 fois avant 9 h. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. À 9h14, mon père m'a envoyé un texto, « Arrête de faire ta dramatique. C'est un problème de paperasse. » À 9h27, ma mère a écrit, « Tu sais comment est ton père quand il est stressé. Ne rends pas les choses compliquées. » À 9h43, Jake a écrit, « Peux-tu juste signer? J'ai déjà versé un acompte sur le bail du magasin. » Ce message m'a tout dit. L'argent n'était pas théorique. Il lui avait déjà promis quelque chose. Mes parents n'essayaient pas de sauver leur maison. Ils essayaient de retirer des capitaux propres avant que la banque, les créanciers ou la réalité ne les rattrape. J'ai appelé le courtier en prêts immobiliers depuis mon téléphone de bureau et je me suis présenté avec ma voix la plus calme et professionnelle. J'ai dit, ici Mégane Whittaker. Je suis mentionné dans votre dossier pour le refinancement Whittaker. J'ai besoin que vous confirmiez exactement quel rôle on me demande de signer. Le courtier a d'abord semblé soulagé, comme si je coopérais enfin. Il a dit, oui, vos parents ont mentionné que vous étiez d'accord, mais nous avons encore besoin de votre signature manuscrite et d'une vérification d'identité avant la clôture. Je lui ai demandé de répéter cela. Il l'a fait. Donc, rien n'a été conclu sous mon nom. Ai-je demandé. Il a hésité. Passant votre signature? Non. Cette seule réponse a tout changé. Mes parents avaient menti pour me faire peur. Ils n'avaient pas réhypothéqué la maison à mon nom. Ils avaient fait une demande, planifié, fait pression et peut-être déformé mon consentement, mais ils n'avaient pas finalisé l'opération. Cela signifiait que j'avais encore un levier. J'ai demandé au courtier de m'envoyer par courriel la confirmation que je n'avais pas autorisé ma participation au prêt,
que toute affirmation d'approbation verbale était fausse et qu'aucun document portant mon nom ne devait être traité sans une vérification directe de ma part. Il est devenu beaucoup moins amical après ça. Cela ressemble à une affaire de famille, a-t-il dit. J'ai répondu, non, cela ressemble à une affaire de conformité. Ensuite, j'ai envoyé un court courriel au service d'examen des fraudes du prêteur et j'ai mis le courtier en copie. J'ai joint les textos de mes parents, le message de Jake sur la compte du magasin et le dossier de prêt. Je n'ai utilisé aucun langage émotionnel. J'ai écrit, je ne consens pas à cette demande. Je n'ai pas autorisé mon inclusion et tout document suggérant le contraire doit être traité comme contesté. Puis je suis finalement allé chez mes parents. Ma mère a ouvert la porte avec l'expression exacte qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air blessée avant que quiconque ne l'accuse de quoi que ce soit. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés. Jake était dans la cuisine, mangeant des céréales dans un saladier comme un adolescent en vacances d'été, même s'il avait 27 ans. Ma mère n'a pas dit bonjour. Elle a dit, tu t'es calmé? J'ai posé le dossier sur la table basse. Non, ai-je dit, je l'ai obtenu par écrit. Le visage de mon père a changé en premier, juste un battement de cils, mais je l'ai vu. Il en savait assez sur la paperasse pour comprendre que les gens calmes avec des dossiers étaient plus dangereux que les gens en colère qui haussaient la voix. Ma mère a tendu la main vers le dossier, mais j'ai posé ma main dessus. Avant que quiconque ne parle, ai-je dit, je veux une réponse claire. Qui a dit au courtier en prêt immobilier que j'acceptais de signer? Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai qu'à arrêter de mâcher. Ma mère a regardé mon père. Mon père a regardé le sol. Et là, avant une seule confession, j'ai su la vérité. Ce n'avait pas été un malentendu désespéré. Cela avait été un plan. Mon père a essayé de se reprendre le premier. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est, a-t-il dit. Nous allions tout expliquer correctement une fois que tu te serais calmé. J'ai failli rire. C'était l'un de ses trucs préférés. Si je réagissais à un manque de respect, il faisait de ma réaction le problème. Vous m'avez dit que je vous devais 250 000 € pour m'avoir élevé, ai-je dit. Vous avez menacé de ruiner ma réputation si je ne signais pas. Vous avez dit à un prêteur que j'étais prête à participer avant même que je n'ai donné mon accord. Quelle partie de tout ça s'améliore quand on l'explique correctement? Ma mère a posé une main sur sa poitrine. Nous avions peur, Megan. La maison est en retard de paiement. Ton frère a enfin une vraie opportunité. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Jake s'est penché en arrière sur sa chaise et a marmonné, ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Cette phrase a fait éclater quelque chose dans la pièce. Pas en moi, en eux. Parce que Jake avait dit tout haut la partie silencieuse. Ma mère a sifflé, Jake. Mon père a fermé les yeux. Je me suis tourné vers mon frère et j'ai demandé, combien coûte la compte pour le bail du magasin? Il a haussé les épaules. 8 000. Payé d'où? Il n'a pas répondu. J'ai regardé mes parents. De l'avance sur le refinancement? Mon père a dit, il n'y a pas encore d'avance. Trop rapide. Trop défensif. J'ai ouvert le dossier et j'ai posé la première page sur la table, une capture d'écran du texto de Jake. Alors pourquoi a-t-il dit qu'il avait déjà versé un acompte? La bouche de ma mère s'est crispée. Nous avons utilisé une carte de crédit. C'était temporaire. La carte de crédit de qui? Ai-je demandé. Personne n'a parlé. Je le savais déjà, mais je voulais qu'ils le disent. Ils ne l'ont pas fait, alors je l'ai dit pour eux. La carte de la ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Celle qui est déjà au maximum. Celle qui est liée à la maison que vous essayez maintenant de refinancer. Mon père m'a regardé comme s'il voyait mon travail pour la première fois. Peut-être que dans son esprit, je ne faisais que taper des chiffres à un bureau. Il avait oublié que toute ma carrière était construite sur la lecture de ce que les gens essayaient de ne pas dire. La voix de ma mère est devenue tranchante. Tu n'es pas notre comptable. Non, ai-je dit. Je suis la personne que vous avez essayé d'entraîner dans vos dettes. Jake s'est alors levé, agacé, pas honteux. Pourquoi tu agis comme ça? Maman et papa t'ont aidé aussi. Je me suis tourné lentement vers lui. Cite une seule facture qu'ils ont payée pour moi après mes 18 ans. Il a eu un sourire narquois, mais rien n'est sorti.
Cite une seule urgence dont ils m'ont sauvé. Rien. Cite un seul de mes rêves qu'ils ont financé en te disant d'attendre ton tour. Toujours rien. Mon père a frappé la table de la paume de sa main. Assez. Tu ne vas pas interroger cette famille. J'ai regardé sa main, puis son visage. Alors arrêtez de mettre mon nom dans vos papiers. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais je connaissais ces larmes. Ce n'était pas du chagrin. C'était de la stratégie. Après tout ce que nous t'avons donné, a-t-elle murmuré. J'ai ouvert la deuxième page de mon dossier et je l'ai fait glisser sur la table. C'était une liste que j'avais faite la veille. Chaque virement que j'ai pu trouver, chaque paiement d'urgence, chaque prêt temporaire qui n'est jamais revenu, chaque facture médicale, frais de retard, paiement de services publics, assurance auto, sauvetage et chèque d'anniversaire qui est devenu d'une manière ou d'une autre celui de GEC. Le total était de 63 412 €. Je les ai regardés tous les trois fixer le nombre. GEC a froncé les sourcils comme si le papier l'avait personnellement insulté. Le visage de mon père est devenu pâle. Ma mère a détourné le regard. Ça, ai-je dit, c'est ce que j'ai donné à cette famille après être devenu adulte. Et je ne demande pas d'applaudissements. Je vous montre pourquoi le mot ingrate ne fonctionnera plus jamais sur moi. Mon père a dit, et alors? Tu as fait une feuille de calcul pour nous humilier? Non, ai-je dit. J'ai fait un enregistrement pour me protéger. Puis j'ai sorti la dernière page. J'ai également notifié au prêteur que je ne consens pas. Si quelqu'un soumet un document avec mon nom ou ma signature après aujourd'hui, je déposerai une plainte à la police et une plainte pour fraude. Le visage de ma mère s'est durci instantanément. La voilà, la vraie version. Tu ferais ça à tes propres parents? Vous avez fait ça à votre propre fille? Ai-je dit. Et pour la première fois dans cette maison, personne n'avait de réponse prête. Le lundi matin, ma mère avait changé de tactique. Quand la culpabilité n'a pas fonctionné en privé, elle est passée à la pression publique. Elle a publié sur Facebook, certains enfants oublient qui leur a tout donné. Ils grandissent, obtiennent de bons emplois et abandonnent la famille qui s'est sacrifiée pour eux. Elle ne m'a pas identifié, mais elle n'en avait pas besoin. En moins d'une heure, deux tantes m'ont envoyé un message. L'une a écrit, ta mère a le cœur brisé. Une autre a écrit, quoi qu'il se passe, ne laisse pas l'argent détruire la famille. J'ai regardé ces messages pendant le déjeuner et j'ai senti le vieil instinct monter en moi, l'instinct d'expliquer, de m'excuser, de réduire la vérité jusqu'à ce que tout le monde puisse la digérer confortablement. Puis je me suis souvenu du dossier. Les archives ne paniquent pas. Les faits ne supplient pas d'être crus. J'ai donc écrit un seul message calme. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas révélé tous les détails privés. J'ai simplement écrit, pour toute personne concernée, je n'ai pas abandonné ma famille. J'ai refusé de signer pour une dette que je n'ai pas créée, que je n'ai pas approuvée et que l'on m'a poussé à accepter sous la menace. J'espère que tout le monde encouragera tous les adultes impliqués à demander des conseils juridiques et financiers. Puis j'ai désactivé les commentaires. Mon téléphone a explosé de toute façon. Ma mère m'a appelé 18 fois. Mon père a laissé un message vocal disant « Tu nous as embarrassés ». Jake m'a envoyé un texto « Tu viens de tout gâcher ». Je n'ai répondu à Jake qu'une seule fois. Non, j'ai juste arrêté de payer pour ça. Cet après-midi-là, une femme nommée Denise, du service d'examen des fraudes du prêteur, a appelé. Son ton était prudent, professionnel et très sérieux. Elle a confirmé que mon courriel avait déclenché un blocage interne sur le refinancement. Elle m'a également demandé si j'avais déjà donné une autorisation verbale à mes parents pour m'inclure comme garante du remboursement. J'ai dit non. Elle a demandé si j'avais déjà signé une déclaration de remboursement familial. J'ai dit non. Puis elle a demandé quelque chose qui a fait que la pièce autour de moi a semblé plus petite. Connaissez-vous une notaire nommée Carol Benson? Je ne la connaissais pas. Denise a fait une pause, puis a dit, un formulaire d'autorisation notariée a été téléchargé ce matin. Pendant une seconde, je n'ai entendu que le bourdonnement des lumières du bureau. Avec ma signature? Ai-je demandé. Une signature censée être la vôtre, a-t-elle dit. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Mes parents n'avaient pas reculé. Ils avaient redoublé d'efforts.
J'ai demandé à Denise de m'envoyer le document sur mon adresse courriel sécurisée. Quand il est arrivé, je l'ai ouvert et j'ai regardé la signature. Elle était assez proche pour tromper quelqu'un qui voulait être trompé, mais pas assez pour me tromper. Le M était faux. Le W de Whittaker avait une boucle que je n'utilisais jamais. Pire encore, le sceau du notaire provenait d'une ville à près de 2 heures de route, une ville où l'ancienne petite amie de Jake avait l'habitude de vivre. Soudain, l'histoire n'était plus de la manipulation émotionnelle. C'était impossible faux en écriture. J'ai appelé une avocate pendant ma pause. Elle s'appelait Rachel Monroe et elle était spécialisée en finance des consommateurs et en fraude à l'identité. Je lui ai tout envoyé. Les textos, les courriels, le dossier de prêt, la fausse autorisation, ma feuille de calcul des virements, la publication Facebook. Elle m'a rappelé après les heures de bureau et a dit « Megan, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Ne leur parlez plus seul. Ne menacez pas. Ne négociez pas. À partir de maintenant, tout passe par l'écrit. » Je lui ai posé la question que j'avais presque peur de poser. Peuvent-ils vraiment me mettre cette dette sur le dos? Elle a dit, pas si nous agissons plus vite qu'eux. Le lendemain matin, Rachel a envoyé une lettre de mise en demeure à mes parents, au courtier et au prêteur. Elle a également déposé une déclaration sous serment officiel de vol d'identité et a demandé la préservation de tous les documents soumis, des journaux IP, des notes d'appel et des fichiers téléchargés. Cette phrase, « préservation des preuves », a dû avoir l'effet d'une grenade, car ma mère a appelé dans les 10 minutes suivant sa réception. Je n'ai pas répondu. Puis mon père a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis Jake a envoyé un texto, « Tu as pris un avocat? Tu es folle ?» J'ai regardé ce message pendant un long moment avant de répondre. Non, Jake, j'ai posé des limites avec un en-tête officiel. Après ça, le silence a duré près de 12 heures. C'était la plus longue période de paix que j'avais ressentie depuis des années. Le silence a pris fin avec ma mère se tenant devant mon immeuble à 7h30 le lendemain matin. Ma caméra de sécurité l'a surprise faisant les 100 pas près de l'entrée, serrant son sac à main comme si elle était venue pour supplier ou pour jouer la comédie, selon la personne qui passerait la première. Je ne suis pas descendu. J'ai appelé par l'interphone. Tu dois partir. Elle a regardé droit dans la caméra et a dit, Megan, s'il te plaît. Ton père ne dort pas, Jake s'effondre. Le prêteur a tout gelé. Les cartes de crédit sont au maximum. Nous devons parler en famille. J'ai dit, la famille ne falsifie pas de signature. Son visage a changé. Nous n'avons rien falsifié. Alors laissons l'enquête le prouver. Elle s'est penchée plus près de la caméra. Comprends-tu ce que tu fais? Si ce refinancement ne se conclut pas, la maison risque d'être saisie. La voilà. La vérité qu'elle avait évité de dire. Pas nous avons réhypothéqué la maison à ton nom, pas tu nous dois de l'argent pour t'avoir élevé. La vraie phrase était nous nous noyons et nous avons essayé de t'utiliser comme un radeau de sauvetage sans te demander si tu savais nager. J'ai dit, cette maison n'est pas ma dette. Sa voix s'est brisée. C'était ta maison. Non, ai-je dit doucement. C'était l'endroit où j'ai appris que l'amour avait des factures. Elle a fixé la caméra comme si je l'avais giflée. Puis elle a murmuré, tu es devenue froide. J'ai pensé à la fille que j'étais. Celle qui comptait les pourboires d'un travail à temps partiel pendant que Jake dormait jusqu'à midi. Celle qui sautait des rendez-vous chez le dentiste parce que l'urgence de quelqu'un d'autre passait en premier. Celle qui s'excusait d'avoir des limites. Non, ai-je dit. Je suis devenu chère à manipuler. À midi, Rachel a appelé avec une autre mise à jour. Le prêteur n'avait pas seulement gelé le refinancement, il avait examiné la ligne de crédit sur valeur domiciliaire existante et découvert de multiples retards de paiement, des avances de fonds et des déclarations financières incohérentes. Parce que le refinancement avait été signalé pour suspicion de fausses déclarations, leur service interne de gestion des risques a fait remonter tout le dossier. Cela signifiait que la tentative de mes parents de me piéger avait attiré l'attention sur le désordre financier qu'ils essayaient de cacher. Rachel m'a averti de ne pas célébrer. La saisie immobilière était sérieuse et je le savais. Je ne voulais pas qu'ils soient sans abri. Je ne voulais pas une vengeance qui ressemblait à de la cruauté. Mais je refusais aussi de confondre les conséquences avec la cruauté. Ils avaient eu des choix avant d'avoir des conséquences. Ce soir-là, Jake a appelé d'un numéro masqué.
J'ai répondu par erreur. Tu es contente maintenant? A-t-il lancé. Sa voix était différente, moins charmante, plus frénétique. Le propriétaire du magasin veut une preuve de fond. Maman dit que la banque a gelé le prêt. Papa dit que nous pourrions perdre la maison. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit la vérité. Il a ri amèrement. Tu te crois toujours meilleur que nous. Non, ai-je dit. J'ai juste finalement arrêté d'être en dessous de vos factures. Il est resté silencieux une demi-seconde, puis a dit, sais-tu à quel point c'est humiliant pour moi? Tout le monde pensait que j'ouvrais enfin quelque chose de réel. Cette phrase m'a presque rendu triste. Non pas parce qu'il était blessé, mais parce que même à ce moment-là, il pleurait l'image, pas les dégâts. Jake, savais-tu pour la fausse autorisation? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu. As-tu aidé à la télécharger? Silence. Puis il a dit, maman a dit que tu finirais par céder. Papa a dit que tu le fais toujours. Ce n'était pas un aveu, mais c'était assez proche pour me briser le cœur d'une manière nette et définitive. Ils n'avaient pas cru que j'étais faible. Ils avaient cru que j'étais dressé. Et peut-être que je l'avais été, mais le dressage peut être défait. Je lui ai dit, écoute attentivement. Je ne financerai pas ton magasin. Je ne me porterai garante pour rien. Je n'enverrai pas d'argent d'urgence. Je ne te défendrai pas auprès de la famille. Je ne nettoierai pas ce qui va se passer ensuite. Sa voix est devenue petite et en colère. Alors, je suis juste censé échouer? J'ai dit, non, tu es censé devenir responsable avant que quelqu'un d'autre ne soit forcé d'échouer pour toi. Puis j'ai raccroché. Mes mains ont tremblé après, mais pas de peur, de libération. Pendant des années, j'avais imaginé la liberté comme un sentiment paisible. Je ne savais pas qu'elle pouvait aussi ressembler à du chagrin. 3 semaines plus tard, l'avis de saisie immobilière est apparu sur le site web des archives du comté. Je ne l'ai pas trouvé parce que je cherchais le drame. Rachel me l'a envoyé parce que mon nom avait été mentionné dans l'un des courriels furieux de mon père au gestionnaire de prêt. Il avait écrit « Notre fille a retiré son soutien à la dernière minute ». La réponse de Rachel a été chirurgicale. Madame Whittaker n'a jamais fourni de soutien, de consentement ou d'autorisation. Toute autre déclaration impliquant le contraire sera traitée comme diffamatoire et pertinente dans l'affaire de vol d'identité en cours. Mon père a cessé d'utiliser mon nom après ça. Ma mère, cependant, n'a pas cessé d'appeler. Le premier message vocal était en colère. Comment se fait-il que notre maison soit en saisie immobilière? Ton frère demande des réponses. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Le second était désespéré. Megan, s'il te plaît, appelle-moi. Nous pouvons arranger ça en famille. Le troisième était le plus étrange. Elle pleurait, mais pas doucement. C'était le genre de pleurs qui vient quand quelqu'un réalise que le public est parti et que la performance n'a nulle part où atterrir. Je ne comprends pas comment tu as pu laisser faire ça, a-t-elle dit. J'ai écouté une fois, j'ai sauvegardé le message vocal pour Rachel et je n'ai pas rappelé. Le processus de saisie ne s'est pas terminé du jour au lendemain. Il y a eu des avis, des délais, des chances de régulariser la situation, des options de vente, des réunions avec des conseillers, et toutes les étapes légales ennuyeuses que la vraie vie utilise à la place des fins de film. Mais le fantasme était terminé immédiatement. Le bail du magasin de Jake s'est effondré parce qu'il ne pouvait pas prouver son financement. Le propriétaire a gardé une partie de la compte. Son annonce sur les réseaux sociaux a disparu. Pendant 2 semaines, il a posté des citations inspirantes sur la trahison. Puis il a trouvé un emploi dans un entrepôt de pièces automobiles grâce à un ami de mon père. Et d'après ce que j'ai entendu par des parents, il détestait chaque minute où l'on attendait de lui qu'il soit à l'heure. Mes parents ont de nouveau essayé de me blâmer publiquement, mais cette fois, l'histoire n'a pas voyagé comme ils s'y attendaient. Une tante a demandé à ma mère pourquoi elle avait besoin de ma signature si tout était honnête. Un cousin qui travaillait dans le secteur bancaire a dit à mon père que les faux documents de prêt n'étaient pas un drame familial. Même Sarah Benson, la notaire dont le sceau avait été utilisé, a déposé son propre rapport après que Rachel l'ait contacté. Il s'est avéré que son sceau avait expiré des mois plus tôt et qu'elle n'avait jamais rencontré mes parents. Ce détail a rendu la fausse autorisation inutile et dangereuse. Mes parents ont finalement vendu la maison sous pression avant que la vente aux enchères de la saisie ne soit finalisée,
mais pas de la manière triomphante qu'ils avaient imaginée. Il n'y a pas eu de gros gains, pas de sauvetage propre, pas de fonds de nouveau départ pour GEC. Après les frais de retard, les dettes, les privilèges et les frais de clôture, presque tout a été englouti. Ils ont emménagé dans un 2 pièces en location près des limites de la ville. Ma mère a appelé ça temporaire. Mon père a appelé ça de réduire son train de vie. GEC a appelé ça d'injuste. J'ai appelé ça des mathématiques. La dernière fois que je les ai vus, c'était dans la salle de conférence d'un avocat, non pas pour une réunion de famille dramatique, mais pour une discussion en vue d'un règlement lié à la déclaration de vol d'identité et aux faux documents. Ma mère paraissait plus petite que dans mon souvenir, mais j'avais appris à ne pas confondre la petitesse avec l'innocence. Mon père évitait mon regard. GEC fixait la table comme si le grain du bois lui devait des excuses. Leur avocat a fait la plupart de la conversation. Mes parents ont accepté par écrit que je n'avais aucune responsabilité pour leur hypothèque, leur tentative de refinancement, leur dette sur valeur domiciliaire, leurs promesses commerciales ou les pertes de bail de GEC. Ils ont également accepté de cesser de contacter mon employeur, de cesser de publier sur moi en ligne et de cesser d'insinuer que j'avais abandonné une obligation financière. En échange, Rachel m'a conseillé de ne pas poursuivre d'autres actions civiles à moins qu'ils ne violent l'accord. Ce n'était pas la vengeance explosive que certaines personnes imaginent. Pas de salle d'audience hurlante, pas de confession dramatique sous serment, juste des signatures, du silence et 3 personnes finalement forcées de mettre par écrit ce qu'elles avaient nié pendant des années. Je ne leur devais pas ma vie. Alors que nous nous levions pour partir, ma mère a dit mon nom. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Elle a murmuré, nous essayons juste d'aider ton frère. Je l'ai finalement regardé. Je sais, ai-je dit. C'était ça, le problème. Elle a tressailli et pendant une seconde, j'ai vu tout le système familial clairement. Mes parents avaient passé des décennies à appeler le confort de GEC amour et mon épuisement au devoir. Ils pensaient qu'un nouveau départ signifiait prendre à la personne qui en avait déjà construit un. Mais un nouveau départ financé par le sacrifice forcé de quelqu'un d'autre n'est pas un nouveau départ. C'est du vol avec un langage plus joli. Je suis sorti de cette salle de conférence plus légère, mais pas heureuse. Guérir n'est pas toujours le bonheur. Parfois, guérir, c'est signer un bail à son propre nom, fermer sa propre porte à clé et réaliser que personne ne peut plus vous menacer d'être sans abri, de honte ou de rumeurs familiales. Parfois, c'est regarder son téléphone sonner et choisir la paix plutôt que la panique. Parfois, c'est accepter que les gens qui vous ont élevé ne deviendront peut-être jamais les gens qui vous protègent. Des mois plus tard, j'ai acheté un petit appartement avec un balcon juste assez large pour 2 chaises et un plan de basilic. La première nuit où j'y ai dormi, je me suis réveillé à 3 heures du matin, m'attendant à ce que la culpabilité me trouve. Elle n'est pas venue. La chambre était calme. Mon crédit était intact. Mes économies étaient les miennes. Mon avenir portait mon nom et les empreintes digitales de personne d'autre. J'ai appris que la famille ne devrait jamais exiger que vous disparaissiez pour que quelqu'un d'autre puisse recommencer. Le véritable amour n'a pas besoin de faux papiers, de culpabilité publique, de menaces ou de délai d'urgence. Le véritable amour peut survivre au mot non. Et s'il ne le peut pas, alors ce que vous protégez n'est pas l'amour. C'est le contrôle. Donc, si vous êtes la personne fiable, la personne responsable, celle que tout le monde n'appelle que lorsque de l'argent est nécessaire, s'il vous plaît, écoutez-moi. Être capable ne signifie pas être disponible pour l'exploitation. Vous pouvez aimer les gens et refuser de financer leur déni. Vous pouvez respecter vos parents et protéger votre signature. Vous pouvez souhaiter du bien à votre frère ou sœur et les laisser faire face aux conséquences qu'ils ont créées. Mes parents voulaient que je signe avant lundi où ils disaient qu'ils feraient de ma vie un enfer. Je n'ai pas signé. Et la vie qui est devenue un enfer est celle qui a été construite en m'utilisant. Maintenant, dites-moi honnêtement, si votre famille essayait de vous mettre une dette comme celle-là sur le dos en appelant cela de la gratitude, signeriez-vous pour maintenir la paix ou partiriez-vous pour sauver votre avenir ?